Merci beaucoup, merci pour votre invitation, merci Khalid. Donc je vais parler effectivement d'un aspect nutritionnel qui est en train de se développer actuellement, en particulier avec l'arrivée de toute la génétique, de l'épigénétique. Euh, alors, ma présentation, je vais un petit peu la décomposer en trois. Je vais vous faire un très très bref rappel sur globalement ce que c'est que les maladies chroniques, le nouveau regard un petit peu sur la cause des maladies chroniques en général et la place de la nutrition, bien sûr. Et puis ensuite, je parlerai plus de la nutrition de précision avec ses cibles en particulier épigénétiques. Je finirai bien sûr par des considérations autour de la nutrition, du microbiote, j'en parlerai pas mal. On ne peut plus parler actuellement de nutrition sans parler de microbiote. Et je parlerai un petit peu de quelques interventions que l'on commence à utiliser par la nutrition de précision dans certaines pathologies, en particulier en association bien sûr avec l'approche pharmacologique. Alors les maladies chroniques, oh, est-ce que je peux revenir en arrière? Voilà. Ok, les maladies chroniques, donc, comme vous le savez, c'est la cause majoritaire des décès. Mais ces maladies posent actuellement un gros problème parce qu'elles sont en augmentation d'incidence sans arrêt. On projette sur 2030-2040 une augmentation qui ne va pas s'arrêter, premièrement. Et puis, deuxièmement, les prises en charge de ces maladies chroniques sont de plus en plus chères. Bien sûr, quand je dis maladies chroniques, c'est les maladies cardiovasculaires, métaboliques, cancers, auto-immunes, neurodégénératives, etc. Vous avez compris ça. Donc, on voit bien qu'actuellement, on a une difficulté à gérer ces maladies chroniques compte tenu de l'augmentation de ces deux facteurs, augmentation de l'incidence et augmentation du coût. Et vous verrez que petit à petit, on est en train de se tourner maintenant de plus en plus vers une approche préventive et prédictive des maladies. Alors, pourquoi on a un nouveau regard sur les maladies chroniques? C'est depuis essentiellement, alors je ne sais pas pourquoi ça va plus vite, je n'ai rien fait. Ouais, je sais pas. Je suis obligé de... Voilà, il faut que ça reste là pour que je puisse vous parler. Donc, bon, on fait quoi? Ok. Donc, ce que je vous disais, c'est un peu le nouveau regard qu'on commence à voir un petit peu sur la cause de ces maladies chroniques. Bien sûr, nous avons tous été élevés comme scientifiques et comme médecins, dont j'allais dire l'approche génétique globale et que le problème génétique était un petit peu l'explication pendant longtemps. En fait, quand on a séquencé le génome dans les années 2000-2003, on s'est rendu compte que finalement, la cause génétique n'était pas la seule. Bien sûr qu'elle était là, il ne faut pas l'oublier, 10, 20, 30%, je crois qu'on en a parlé déjà. Mais on s'est rendu compte qu'il y a aussi une dimension environnementale extérieure, d'une part, et que d'autre part, et on en parlera tout à l'heure en fin de réunion, qu'il y a une programmation assez précoce de ces maladies, en particulier par l'environnement, notamment par les déséquilibres nutritionnels, l'exposition aux toxiques et au stress. Et tout ça, vous verrez, ça va activer en particulier une mécanique épigénétique. Bien sûr, comme dans toute rupture conceptuelle, sont arrivées derrière des ruptures technologiques. On sait maintenant modéliser ces maladies en laboratoire, les reproduire en jouant sur la nutrition, le stress, les toxiques. On a toutes les maladies que l'on veut. On sort des signatures épigénétiques, diagnostics de ces maladies, etc. Et donc, petit à petit, vous verrez, on peut aller maintenant vers un nouveau paradigme de la médecine. C'est que ces signatures apparaissent beaucoup plus tôt que les signes cliniques, 10 ans après. Donc, on commence à entrevoir une approche préventive et prédictive. J'appuie une fois. Parfait. Donc, en gros, aujourd'hui, si on résume les choses, les maladies chroniques, en gros, trois entrées. Bien sûr, l'entrée génétique, elle est toujours là, 10, 15, 20, 30%, mais une entrée aussi liée au mode de vie, à l'environnement, ce que je vous disais, nutrition, toxique, stress, mais surtout aussi une entrée développementale précoce dont on va parler encore une fois tout à l'heure, je ne m'y attarderai pas. Voilà, c'est de la dérégulation épigénétique. Un autre point, si on admet que l'entrée de ces maladies chroniques, c'est l'environnement, donc le mode de vie,
on pense qu'il y a des processus communs entre l'impact de l'environnement et la mise en place de ces maladies chroniques, au moins de 3 sortes. Une inflammation chronique de bas grade, deuxièmement, une accélération du vieillissement, on a un as biologique qui va s'accélérer, et puis troisièmement, une baisse de l'autophagie. Ici, je ne vais vous parler que de l'inflammation chronique de bas grade. Alors maintenant, qu'en est-il? Je vais me focaliser sur la dimension nutrition et maladies chroniques. Alors, quand on parle, vous m'avez demandé de parler de nutrigénétique et de nutrigénomique. Quand on aborde ce problème-là, il faut très vite considérer que l'aliment, dans ce cas-là, en tout cas l'élément nutritionnel, est considéré comme un élément qui porte un message et qui va aller entrer dans la cellule pour modifier l'expression de notre génome. Donc il faut considérer, au-delà de la considération classique de la nutrition, qui est non seulement une source d'énergie et de nutriments de base, cruciaux donc pour la vie et le développement, mais elle va être également un facteur qui va influencer la santé, la maladie, par des mécanismes biochimiques très clairs, avec l'activation de différentes voies biochimiques, avec différents impacts au niveau de l'épigénome en particulier. Pour aller plus loin, très simplement, les composants bioactifs de notre alimentation régulent l'expression de nos gènes essentiellement par des mécaniques épigénétiques. Deuxièmement, l'analyse de ces interactions entre les composants de l'alimentation et le génome va nous être d'une très grande utilité pour pouvoir concevoir à l'avenir des interventions de type nutritionnel qui peuvent aider à maintenir la bonne santé ou qui peuvent être utilisées lorsque la maladie est en place. Très vite sur la notion d'épigénétique pour dire ce que c'est. En gros, l'épigénétique, c'est 3 mécanismes biochimiques, il faut le dire, fondamentaux. Soit au niveau de l'ADN, c'est de la méthylation. Vous allez avoir des méthyles qui se mettent sur des cytosines. Et les méthyles, quand ils se mettent sur cytosines, ils vont inhiber l'expression de gènes de l'endroit où ils vont se mettre. Et donc, si vous avez là, par exemple, des gènes très importants, des gènes suppresseurs pour le cancer, vous allez ouvrir la porte à des cancers. Le deuxième mécanisme majeur de l'épigénétique, c'est l'enroulement de l'ADN autour de la chromatine. Lorsque cet enroulement est très serré, à ce moment-là, les gènes dans cette région, là encore une fois, vont s'inhiber. Et lorsque cet enroulement est très relâché, les gènes peuvent s'exprimer. Et puis un troisième mécanisme qui est probablement le plus important, en tout cas à mes yeux, et sur cela que je travaille depuis presque 3 décennies, c'est ce qu'on appelle les petits ARN non codants. En dehors des ARN messagers que vous connaissez tous et dont on parle beaucoup et qui ne représentent que 3% de l'expression de notre génome, il faut le rappeler, nous avons aussi des ARN non codants, c'est-à-dire qu'ils ne finiront jamais en protéines. Mais ces ARN non codants vont aller tout simplement s'hybrider avec les ARN messagers et les empêcher de devenir une protéine. C'est pour ça qu'on les appelle des non codants. C'est des empêcheurs de tourner en rond, donc ils empêcheront l'apparition de protéines clés pour la santé ou pour la maladie, et c'est comme ça qu'ils jouent. Ils sont très très intéressants dans le domaine de la médecine actuellement. On commence à les utiliser en biologie parce qu'ils se modifient lorsqu'une pathologie se met en place, non seulement dans le tissu malade, mais ils vont se retrouver dans tous les fluides biologiques et en particulier dans le sang, la salive, les urines, etc. Et donc ça en fait d'extraordinaires marqueurs non invasifs. Voilà, c'était juste pour vous, je n'aurai pas le temps, donc j'allais vous parler de la gelée royale chez les abeilles. Ce qui fait une reine et une ouvrière chez les abeilles, vous savez, c'est tout simplement qu'elle soit alimentée ou non par la gelée royale. Une abeille nourrie par la gelée royale devient une reine, celle qui n'est pas nourrie par la gelée royale reste une ouvrière. Donc voilà l'impact très très concret de la nutrition sur l'épigénétique. Pardon. Donc, tout simplement pour vous dire qu'effectivement, cette lecture par l'épigénétique est une révolution maintenant dans la conception du monde vivant, puisque tout n'est pas écrit dans l'ADN prédéterminé, mais c'est plutôt le monde extérieur qui va contrôler nos gènes. Et on est passé d'une sorte de fatalité globale où tout était inscrit dans l'ADN à plutôt une sorte de responsabilité que nous avons en nous en fonction de notre bien-être et de notre santé. Le deuxième point majeur pour l'épigénétique, c'est qu'on a des outils maintenant. Si on doit résumer l'épigénétique par un mot, c'est les outils. Oui, nous avons de nouveaux outils pour mesurer l'impact de la nutrition, des toxiques, du stress sur notre génome. Et ces outils sont très intéressants parce qu'on peut les utiliser lorsque vous n'êtes pas encore malade, dans l'état de bien-être, mais ils sont aussi très intéressants pour diagnostiquer les maladies.
Dernier point qui est très intéressant, à l'opposé des signatures mutations de gènes comme dans la génétique, les marqueurs épigénétiques sont réversibles en fonction de votre mode de vie. Donc, c'est des outils très intéressants pour suivre quand vous allez changer de mode de vie, etc., et voir ceci en fonction d'une mise en place d'une maladie ou pas. Donc, ce sont des outils dans ce sens. Un mot sur nutrigénétique, enfin, et j'aurai fini, et nutrigénomique. L'alimentation va nous impacter de deux façons. Elle va nous impacter en fonction de ce qu'on appelle par la nutrigénétique. La nutrigénétique, c'est un petit peu votre fond génétique. Tout à l'heure, quelqu'un avait posé la question sur les SNP, les polymorphismes génétiques, etc. C'est comment votre ADN est réparti. Donc, vous allez répondre en fonction de ça. C'est très difficile actuellement d'utiliser cet aspect. Ou un deuxième aspect qui est ce qu'on appelle la nutrigénomique cette fois-ci, c'est quel que soit votre fond génétique, nous savons que certains types d'aliments vont modifier votre épigénome à tel endroit, et encore une fois, quel que soit votre fond génétique. Donc moi, je vais beaucoup vous parler de la nutrigénomique, bien entendu. Voilà, nutrigénomique, vous voyez très simplement, pour résumer ici, vous avez différents types de composés nutritionnels, hein, et ils sont capables d'aller modifier, certains passent par des récepteurs, et ils sont allés modifier les trois mécaniques générales de l'épigénétique. Donc maintenant, nous commençons à faire l'inventaire dans le détail de chaque nutriment qui va toucher tel ou tel point de l'épigénétique. Ici, je crois que j'ai pris quelques exemples. Voilà, simplement pour vous dire sur ce modèle-là, vous avez les mécanismes, donc tous les mécanismes épigénétiques dont je viens de vous parler. Dans la deuxième colonne, vous avez des composés bioactifs, hein, des oméga 3, d'acide folique, de la méthionine, de la vitamine A, et vous voyez qu'on arrive à faire le lien entre cette mécanique épigénétique, ces composés, et les maladies dans lesquelles elles peuvent être impliquées. Vous avez de l'autre côté toutes les pathologies, vous avez le cancer colorectal par exemple, où les oméga 3 peuvent être très intéressants, parce qu'elles vont modifier les DNA méthyltransférases, donc elles vont changer la méthylation dans ce type de cancer et elles peuvent apporter un bénéfice de ce type-là. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est des modèles. Je reviendrai peut-être un peu plus tard. Voilà. Juste, mais vraiment assez spectaculaire. Je veux dire, tout le monde connaît les effets nutritionnels de la curcumine, même si, entre parenthèses, il y a des problèmes d'absorption dont on peut parler qui ne sont pas ça. Vous voyez, par exemple, on a fait l'inventaire pour la curcumine. On sait qu'elle passe par des micro-ARN, le 15, le 16, le 18, et elles vont aller modifier des caspases, elles vont aller modifier des gènes très importants dans l'apoptose, dans le cancer, comme elles peuvent modifier d'autres types de marqueurs. Donc, on a fait l'inventaire à ce niveau-là. Je vous disais tout à l'heure, quand on parle de nutrition, actuellement, on ne peut pas ne pas parler du microbiote. Ce microbiote, c'est cette population de bactéries, champignons, parasites et autres que nous avons dans nos intestins. Regardez ici, quand vous voyez bien, on a comparé les gènes dans notre corps tels que nous sommes, la quantité de gènes typiquement humains qui s'expriment et la quantité de gènes qui viennent de ces bactéries. Et regardez, c'est extraordinaire, nous avons 25 000 gènes qui s'expriment dans notre corps, alors que vous avez, pour ces bactéries, plus de 10 millions de gènes qui s'expriment dans notre corps. Et si vous regardez le cercle en bas, vous regardez en bleu, ce sont nos gènes, et en rouge, c'est tous les gènes des bactéries et autres champignons que nous abritons dans nos intestins. Quelqu'un a fait la remarque, sommes-nous encore des humains? Donc, au fond, nous sommes un hôtel 5 étoiles qui abritons d'autres formes de vie. Et vous allez voir que ces formes de vie sont juste capitales et indispensables pour notre bonne santé. Alors, tout à l'heure, je vous disais que la nutrition, j'ai essayé d'aller un peu vite, les nutriments importants passent par la mécanique épigénétique, ce que j'ai essayé de vous montrer. Mais ce que nous savons maintenant, c'est que c'est un jeu à trois en réalité. Ces nutriments passent par le microbiote, ils vont modifier la composition de microbiote, ils vont faire sécréter certains types de métabolites, on les verra maintenant très précis, et ce sont ces métabolites qui vont aller modifier la grosse machinerie de l'épigénétique, méthylation, modification des histones et micro-ARN. Un mot encore sur ce microbiote. On connaît par exemple les trois principales familles de bactéries, Firmicutes, Bacteroides, Probactéries. Et ce qui est très très important, c'est qu'elles vont produire des métabolites. Et ça, c'est la clé probablement du microbiote, tels que polyphénols, vitamines, acides gras à chaîne courte, polyamines. Et ce sont ces petits métabolites
qui vont aller contrôler la méthylation, la phosphorylation dans la machinerie épigénétique et qui vont amener à la modification d'expression de gènes clés dans la santé ou dans la maladie. Et c'est comme ça que vous allez avoir, par exemple, une suppression de l'inflammation. C'est comme ça que vous allez avoir un vieillissement en bonne santé, prévention de l'obésité, insulinorésistance, etc. Dans cette mécanique-là. Très très rapidement, vous voyez ici par exemple les profils de ce microbiote selon que vous êtes dans un régime de type occidental, je raccourcis viande rouge, etc., ou dans un régime de type méditerranéen, et vous voyez très très vite les réponses qui sont très différentes. Vous changez les populations de bactéries, vous changez la composition en cytokines inflammatoires ou pro-inflammatoires, et vous allez aller plutôt ici en rouge vers déjà des premiers stades d'une maladie chronique potentielle, alors que de l'autre côté en vert, lorsque vous êtes sur un régime de type légumes, régime méditerranéen, plutôt vous allez décroître, diminuer les possibilités d'aller vers des marqueurs d'une maladie chronique. J'aurais fini là. Le microbiote est aussi un gros pilote, certainement de notre système immunitaire. On pense qu'actuellement, le microbiote contrôle au moins 80% de notre système immunitaire. Pour vous résumer ça, je n'irai pas plus loin, mais on peut en discuter. Très, très rapidement, je vais me passer très, très vite l'utilisation, les premières utilisations qu'on commence à faire dans certains types de maladies chroniques, mais j'irai très vite. Le cancer, par exemple, alors ça, c'est des données en France de l'assurance, de la sécurité sociale en 2020. Le coût des cancers est de 21 milliards, je voulais juste vous le montrer au passage, et regardez bien, en prévalence, on n'est pas prêt de s'arrêter, et tout augmente. Voilà le type d'approche qu'on commence à avoir en type de nutrition. On sait qu'un très grand nombre maintenant d'aliments, en tout cas de nutriments, sont très importants dans certains types de cancers. Je vais essayer de rattraper mon retard, que ce soit le cancer du côlon, le sein, etc. Donc vous les voyez ici. Ici, vous voyez de façon assez particulière la famille des polyphénols, des antioxydants, anti-inflammatoires. Comment ils interviennent dans le cancer? Ils induisent le suicide de la cellule cancéreuse, alors vous savez que c'est la résistance, ils vont inhiber les métastases, etc. Donc il y a beaucoup d'études autour à ce niveau-là. Je vais essayer d'aller vite. De façon très intéressante, il y a un composé qui s'appelle la quercétine. La quercétine est un anticancéreux sur tous ses paramètres. Il diminue la prolifération, augmente la ptose, diminue l'inflammation, etc. Et la quercétine a été récemment associée dans des études de chimiothérapie dans certains types de cancers. Et on a vu un résultat très très intéressant, c'est que dans le groupe où on associait de la quercétine et de la chimio était beaucoup plus efficace à de faibles doses. Donc ça ouvre aussi des possibilités de combiner les deux. On sait que probablement ces nutriments vont casser la résistance de la cellule cancéreuse en termes d'apoptose à la chimio et donc vont la rendre plus fragile. Il y a énormément de données de cohortes actuellement chez l'homme qui commencent à arriver dans le prédiabète en particulier. On évite pour ne pas aller au diabète et on commence à utiliser tout un système de régime articulé basé sur le régime méditerranéen. Je ne rentrerai pas dans le détail. C'est des cohortes déjà assez intéressantes, 800 personnes, 900 personnes, etc. Et on commence à avoir des résultats très très clairs, comme une diminution, par exemple, le retard de l'apparition du diabète, une diminution de l'inflammation qui prédispose, etc. Là aussi, les données commencent à être assez concrètes. C'est des cohortes de personnes humaines, bien sûr. On n'est pas dans l'expérimental. Un mot, et ça peut-être c'est très important, c'est les maladies chroniques inflammatoires. Actuellement, elles posent d'énormes problèmes parce qu'elles sont en explosion. Elles augmentent plus que toutes les maladies chroniques. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail en termes de coûts, etc. Alors, ce qui est aussi problématique actuellement, en tout cas c'est souligné, c'est que les maladies inflammatoires chroniques apparaissent de plus en plus chez les jeunes. Et ça pose énormément de problèmes. Un, c'est des jeunes, et deux, c'est des personnes en activité professionnelle, etc. Vous savez que ces maladies chroniques provoquent des arrêts de travail, bien sûr. Et il y a énormément de problèmes qui se répercutent, y compris sur le modèle économique. Et là aussi, il y a des données qui commencent à être très intéressantes. C'est un résumé pour cet aspect nutrition et maladies chroniques. IBD ici, ça veut dire maladie chronique intestinale. Vous voyez donc que l'alimentation saine, etc., vous la retrouvez, fruits, etc., huile,
avec une augmentation des acides gras à chaîne courte au niveau du métabolisme et une diminution de l'inflammation, puisque le gros problème en particulier, ici c'est intestinal, le gros problème c'est l'inflammation chronique intestinale, alors que vous voyez de l'autre côté un autre régime riche en protéines, viande rouge, etc., je ne rentre pas dans le détail, les acides trans, etc., vous allez augmenter l'interleukine 1, la 6, etc. On est plutôt dans une aggravation de ce type de maladie plutôt qu'une diminution. Et dans la troisième, on commence à avoir des approches interventionnistes. Beaucoup de gastro-entérologues maintenant combinent l'utilisation, par exemple, des anti-TNF-alpha avec des approches de type nutritionnel, anti-inflammatoire, et ils commencent à avoir des résultats assez intéressants. C'est dans la troisième colonne, je ne rentrerai pas dans le détail aussi, mais si ça vous intéresse, on en discutera. Maladie psychiatrique, j'irai très vite. La dépression qui vous paraîtrait impossible, où on peut associer la nutrition. Oui, il y a des groupes de recherche actuellement, par exemple à Bordeaux, une unité INSERM, qui travaille sur la dépression et la résistance au traitement à la dépression en y associant de la nutrition anti-inflammatoire. Et ils se sont rendus compte que les personnes déprimées qui résistaient au traitement de la dépression commençaient à devenir répondants lorsqu'on diminuait l'inflammation. Et chez les personnes déprimées, si vous faites un prélèvement sanguin, le seul marqueur qui monte chez les déprimés, c'est les marqueurs de l'inflammation. Je sais que j'ai fini. Voilà, c'était un schéma encore sur l'inflammation où on commence à voir de façon très très nette, vous voyez ici, au niveau du cerveau cette fois-ci, la modification de tous les aliments, le vert ce qui est bien entendu, le rouge ce qui n'est pas bon, hein, pour résumer les choses. Hein. Donc ce qui est bon, c'est ce que vous voyez en vert, vous voyez tous ces nutriments, etc. Vous voyez comment ils interviennent au niveau des changements de la méthylation de l'ADN, donc c'est essentiellement des programmes épigénétiques, et vous voyez tous les effets, diminution de la neuroinflammation, diminution augmentation des facteurs neurotrophiques, etc. De l'autre côté, en rouge, ce qui n'est pas bon, les oméga-6, les acides trans, etc. Et vous voyez là aussi, effectivement, une altération avec une altération de la neurotransmission, altération neuronale, dysbiose, d'augmentation de neuroinflammation, etc. Voilà, ce n'est pas une conclusion, c'est à ce stade-là, moi j'appelle ça, finalement, c'est quoi ces observations que je viens de vous montrer? Donc il faut les regarder comme des observations intéressantes. Est-ce qu'on peut les interpréter justement dans le cadre un petit peu de ce que nous faisons tous, dans le domaine de la santé, et qu'est-ce qu'on peut en attendre dans l'avenir? Oui, il y a un axe nutrition, clairement maintenant, microbiote, inflammation, système immunitaire, dans la genèse des maladies chroniques, il est là. Oui, on a identifié petit à petit la filiation qui est nutriments, cible épigénétique, maladie chronique, mais ce qui est le plus intéressant, c'est que nous apprenons des choses, nous comprenons des choses, mais ce que nous voulons tous, c'est intervenir pour changer le cours des choses lorsqu'il ne va pas bien. Donc on commence à avoir des interventions de type nutritionnel avant et après la maladie, et donc on a des outils de choix maintenant pour cette fameuse médecine prédictive, préventive, pour anticiper sur la maladie, qu'on appelle aussi la médecine 4P, pour dire prédictive, préventive, personnalisée et participative, puisque le patient participera aussi à la prise en charge. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci. Désolé pour la petite minute de retard.